Salut! Eh bien, bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo, parce que oui, il existe encore des vidéos sur cette chaîne, oui, cette vidéo spéciale DVD Tech édition spéciale XXL. Enfin, pas que XXL aussi, parce que du coup, étant donné mon emploi du temps, mes problèmes d'organisation, même certains projets qui avancent comme ça, et ben je me suis dit que c'était plutôt propice de faire une vidéo un peu plus à la cool, une vidéo qui ne demanderait pas 4000 ans d'écriture, machin, patacoufin. La vidéo spéciale rattrapage, du coup, parce qu'il y a eu plein de DVD, il y a eu plein d'achats, il y a eu plein de choses de faites, et beaucoup d'argent. Mon portefeuille est assez triste, il est parti en dépression d'ailleurs. Et donc, quoi de mieux que de faire une vidéo un peu à la cool, tranquille, et pour fêter les fêtes de fin d'année, oui. Oui, je sais que là, j'ai pas de bonnet de Noël comme pour les autres vidéos de Noël, parce que j'ai pas retrouvé, puis j'ai oublié d'en acheter une comme un boulet. Mais bon, n'empêche, j'ai une robe de chambre, il y a une vidéo de cheminée qui tourne, et puis j'ai les chaussettes. C'est bon, je suis pardonné. Et donc, pour appuyer le côté apaisant de cette vidéo, je vais allumer cette petite chose devant vos yeux ébahis. Voilà. Ah, j'adore cette odeur. Et donc cette année, je préviens, il n'y aura pas de carte magique pour passer d'une catégorie à une autre. Et oui, je sais, il y a des déçus, je sais, parce que même moi, je l'adorais cette transition, mais là, pour le coup, le cadre et tout, je sais, c'est chiant, je sais. Et donc, sans plus attendre, chers amis spectatrices et spectateurs, commençons cette édition XXL de cette vidéothèque spéciale Noël. Et donc, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par les DVD. En commençant par American Film Acting Jack Walters. C'est ça, Walters Masterclass. Voilà, un documentaire, vraiment un long, très long documentaire, parce que c'est séparé en plusieurs parties. Donc, sur le professeur de théâtre, plutôt américain, qui a quand même enseigné parmi les plus grands. Et du coup, c'est ça, comme ça on peut découvrir sa méthode, l'homme derrière qui il est. Et puis, il y a un deuxième DVD, comme je vous l'expliquais, où c'est carrément plusieurs cours en fait, plusieurs exercices qui ont été filmés. Et donc le deuxième DVD, il dure 4 heures. Donc voilà, en fait, faut vraiment être dans une bonne disposition, mais ça m'intéressait grandement parce que ça peut peut-être apprendre plusieurs choses très intéressantes. Et donc on enchaîne avec un DVD d'une série. C'est vrai qu'il n'y en aura pas beaucoup, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup chaque année, c'est vrai que c'est plutôt pauvre comme catégorie, mais voilà, donc du coup on va enchaîner avec une série que j'aime plutôt bien, parce qu'elle est assez marrante, elle est sympathique, c'est pas prise de tête. Parents mode d'emploi, saison 1 à 3. C'est sans prise de tête, ça passe. Je viens de faire une David Goodenough, c'est balèze. Et donc on va enchaîner avec quelques DVD que j'ai achetés et qu'en même temps que mon grand frère m'avait légué à un moment donné, même que ça datait même d'avant la toute première vidéo DVD Tech, parce que j'en avais du mal à y caser, puis maintenant comme j'ai de l'espace, maintenant je peux. Donc on va commencer avec Au-delà, un film de Clint Eastwood avec Matt Damon et Cécile de France. C'était pas mon Eastwood préféré, je trouvais ça... Voilà, je trouvais qu'il... Je sais plus si soit ils essayaient trop d'en faire, ou soit ils essayaient justement de trop se retenir au niveau de l'émotion, donc je trouvais que ça passait un petit peu... C'est pas que ça passe à côté, c'est bien fait, c'est du Eastwood, c'est toujours bon, mais voilà, c'est pas mon Eastwood préféré. Donc ensuite on enchaîne avec 3 Nicolas Cage, donc Bangkok Dangerous, donc voilà, donc je l'ai pas vu, donc voilà, je sais que c'est un nanar parce que beaucoup le disent. Donc... Et ensuite les 2 Benjamin Gates, des films d'aventure vraiment cool. Bon, bien sûr, des fois il faut accepter les scénarios, mais franchement c'est cool et c'est fun les 2 Benjamin Gates, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un 3e film. Ensuite les 2 Battle Royale, que je n'ai pas vu mais que je sais qu'il faut absolument voir, surtout le premier pour le classique que c'est. Et ensuite un film que j'aime détester, Dune de David Lynch. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo critique dessus, pas vraiment dessus en particulier, mais c'était sur le film de Denis Villeneuve. J'en ai donc parlé, donc je me suis renseigné sur les secrets de fabrication du film. Je comprends pourquoi ils ont fait des choix d'adaptation, pourquoi ils ont voulu tronquer, parce que c'était compliqué, finalement le roman est hyper complexe à adapter.
Mais voilà, quand je l'ai lu, j'en suis ressorti frustré malgré la direction artistique, tous les choix artistiques, vraiment tout est impressionnant et vraiment et c'est marquant comme film, je suis le premier à reconnaître. Et du coup, pour répondre à votre question, non, le film de Denis Villeneuve n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Mais dans une prochaine. Et donc ensuite, Chatroom d'Hideo Nakata. Donc un film d'horreur par le réalisateur de Ring et de Darkwater. Moi, ce qui m'avait intrigué, déjà c'est le concept même d'internet et tout, voilà, qui se transforme en film d'horreur, fait par un vrai réalisateur, hein, parce que des films pourris sur internet, il en existe un paquet. C'est aussi le casting qui m'a beaucoup intrigué, parce que t'as Aaron Johnson qui casse, et t'as Daniel Kaluuya qui apparaît, qui est le personnage principal dans Get Out. Ensuite, et beaucoup plus si affinité, une comédie romantique somme toute basique, voilà, avec Daniel Radcliffe et un débutant, qu'on n'a pas fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Adam Driver dedans. Comédie romantique sympathique, ça casse pas trois pattes à une brique, mais voilà, ça fait l'affaire. Et ensuite, La peur au ventre avec Feu Paul Walker, et je m'en suis souvenu de ce film-là parce que je l'avais vu étant jeune et ça m'avait beaucoup marqué, mais alors putain, ce film-là, c'est de l'adrénaline en barre. Franchement, c'est de la barre. Et donc, c'est juste l'histoire d'une nuit, d'une très longue nuit, qui part en couille complet. Et t'as Paul Walker qui doit suivre un gamin, le fils d'un voisin. Du coup, c'est imparable. Et d'ailleurs, même, je trouve ça même un peu trop. Le film en fait trop. Même à un moment donné, si tu dis non mais ça va pas partir comme ça, si il continue, ça va même plus loin que ce que tu pouvais penser. Le montage est assez bizarre, c'est fluide mais c'est bizarre, les scènes d'action mais c'est percutant. En même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en même temps ça manque de perfection, mais en même temps c'est ce qui fait que c'est aussi adrénaline, enfin ça donne autant de poussée d'adrénaline. Donc franchement je le conseille, il est vraiment cool. Ensuite, Le Pari, voilà, le film des inconnus. Voilà, film que j'ai vu je sais pas combien de fois, que je trouve hilarant, donc voilà, c'est toujours la comédie parfaite pour se détendre et je connais facilement beaucoup de répliques, même si c'est moins culte que certaines autres comédies avec d'autres répliques cultes, donc c'est quand même excellent, on va quand même pas se le cacher, c'est quand même très bien. Ensuite, sur les conseils, enfin, c'est pas lui qui m'a directement conseillé parce que c'est dans sa vidéothèque, justement, dans la vidéo DVD tech qu'il avait conseillé, Poupidou. C'est Durandal qui en parlait, donc je sais même pas ce que c'est l'histoire, en fait, je m'en souviens même plus parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté, ça fait longtemps que j'ai vu la vidéo. Mais comme Durandal en a parlé, je me suis dit, ah, ça avait l'air intéressant, donc j'irai le voir. Donc ensuite, The Grudge, pas l'original, le remake américain. Et donc pour conclure, les DVD, The Host de Bong Joon-ho, le futur réalisateur de Parasite. J'irai le mater parce que franchement ça m'intrigue beaucoup. Bref, ensuite on va commencer la catégorie des Blu-ray, mais vraiment des vrais Blu-ray, avec en film All the Boy Love Mandy Lane. Cache beaucoup de potentiel à son début parce qu'on pense que c'est assez cliché, il y a certains codes et tout, des films d'horreur qu'on connaît, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et puis à un moment donné, plus tu avances dans l'histoire, plus en fait tu te laisses porter par des éléments, des petits détails, des petites choses pour que finalement ça t'explose à la fin. Jusqu'à la fin, j'ai été surpris et c'est un très bon film. C'est un film qui m'a beaucoup surpris et je suis content de l'avoir trouvé parce que j'en avais entendu parler par Mad Movies. Et je sais qu'il y a des gens qui pourront faire leur difficile en disant « Oh mais c'est un Amber Heard, mais je veux pas la voir et tout !» Regarde le film et tu comprendras pourquoi je te le conseille. Ensuite, Atlantis de Luc Besson sur de la musique de Eric Serra. Juste un film contemplatif, pourtant c'est réfléchi, c'est monté, vraiment, c'est vraiment pensé comme un film avec une progression, mais c'est purement contemplatif pendant 1h10, 20, c'est génial, tu te laisses transporter pendant toute la durée du voyage, c'est un magnifique film que je conseille vraiment si vous pourrez trouver, c'est incroyable. Ensuite, un film qui a eu beaucoup de polémiques, un peu trop, hein, justement, parce qu'on passe complètement à côté du film et même du message qu'il est censé envoyer, et je comprends pas certaines polémiques. Alors, on va parler de Bac Nord. Honnêtement, ce film-là, ça a été une claquasse. Là, j'ose dire les termes, ça m'a mis une claque parce que la scène de la prise de l'immeuble, j'ai trouvé ça suffocant. C'est toute la scène, toutes ces scènes-là, ça dure 20 minutes, c'est bien monté, la tension monte, tout le film, il est incroyable. Les personnages, t'as envie de les suivre, t'as envie de suivre ces personnages qui sont attachants, qui sont en même temps à la fois un peu ambigus, qui sont... Je sais pas comment le dire en fait, parce que pour moi, j'ai vraiment eu cette sensation de voir un film qui me montrait vraiment des personnages qui essaient vraiment de montrer au mieux leur quotidien.
Et ouais, si à un moment donné ça vous choque de voir que les policiers ils se sont tabassés à un moment donné, qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans des cités ou quoi que ce soit, et qu'on montre des personnes de banlieue comme ils sont représentés dans le film, j'ai envie de dire, sortez-vous de votre confort en fait. À un moment donné, c'est ce que dit le policier. Voilà, mon père il a été policier, donc il a des trucs qu'il a entendus par des collègues, qu'il a des situations qu'il a vécues, donc à un moment donné il s'agirait peut-être de se dire que la vie elle est pas toute rose non plus quoi. C'est ensuite une comédie un peu méconnue mais que Durandal a aussi conseillé et que je vous conseille fortement parce que c'est Barbac de Fabrice Eboué avec Marina Foïs, une comédie sur les véganes avec une famille de bouchers. Alors oui, effectivement on pourrait croire que c'est complètement biaisé, que Fabrice Eboué il a déjà fait un sketch sur les vegans, du coup tu penserais que voilà, ça irait forcément dans une direction assez prévisible. En fait non, ça dénonce autant le comportement des vegans que des carnistes, que des gens qui mangent de la viande, donc non, c'est plutôt bien réfléchi, c'est mature, et puis c'est très drôle, l'humour noir il fonctionne. Ensuite, Bloodfather avec Mel Gibson est réalisé par Cocorico Jean-François Richer. On n'a pas laissé une trace indélébile, c'est plutôt bien ficelé, c'est correct, hein, c'est cohérent, je veux dire, il n'y a pas grand chose à redire, c'est bien fait. Mais c'est pas non plus hyper prenant, c'est la relation père-fille qui est touchante un petit peu, mais je vous conseille, si à un moment donné vous savez pas quoi mater, un petit film de divertissement, voilà. C'est cool de voir du Mel Gibson un peu bourru aussi, c'est cool. Et ensuite, avec encore Feu Paul Walker, Brick Mansion, qui est autre que le remake américain de Banlieue 13. Je vais voir si les Américains en ont fait un meilleur truc que nous en France. Je me suis dit, ça serait pas compliqué, mais faire pire, ça serait quand même un exploit aussi. Je veux quand même savoir. Et ensuite, un chef-d'œuvre incontournable, un chef-d'œuvre absolu, un film dont je suis tombé amoureux. Casablanca. Ça, c'est une grande histoire d'amour, une mélancolie qui est incroyable. Bah oui, je comprends pourquoi, je peux qu'approuver, effectivement, voilà, je m'incline, effectivement, Casablanca, voilà, tout le truc du film, c'est que Casablanca, c'est un checkpoint entre deux passages, et c'est en réflexion avec les personnages qui font aussi un checkpoint pour évoluer, je m'incline, il est très bon ce film. Et ensuite, parce que j'adore cette saga, et aussi parce que j'ai acheté, surtout le premier là, j'ai acheté un jour avant que l'annonce ne tombe, l'annonce que Bruce Willis était atteint d'aphasie, Die Hard 3 et Die Hard 4, alors ça le 4 ça faisait depuis longtemps que je l'avais acheté, et j'attendais le 3 de l'avoir en Blu-ray depuis longtemps, mais depuis longtemps vous ne pouvez pas savoir à quel point, c'est introuvable en France en Blu-ray en séparé comme ça, c'était impossible, c'est une édition belge. Voilà, j'ai acheté celui-là un jour, je reçois la même journée quand la news est tombée. Ça m'a fait un choc. Sur Twitter, à un moment donné, je suis pas parti dans un délire, mais c'est comme si pour moi j'avais vécu comme s'il était mort, qu'en fait il est toujours vivant, c'est juste que en fait il a pris sa retraite, mais ça m'a fait super mal en fait. J'ai super mal vécu la retraite de Bruce Willis parce que c'est là où je me suis rendu compte que déjà Die Hard 3 c'est un de mes films d'action préférés de tous les temps. Je suis extrêmement fan de celui-là, c'est un de mes films préférés aussi, de toute façon. C'est mon film d'action préféré. Bon, je pense que c'est facile un de mes films, ou si ce n'est le film que je préfère. Donc ouais, ça m'a fait chier, c'est où je me suis rendu compte que Bruce Willis c'était une star qui avait beaucoup compté dans ma vie en fait. Quand ça m'est tombé dessus, c'est là où je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Donc je vais extrêmement le chérir ce film, et puis le regarder encore et encore, comme Glace, Incassable et tout. Voilà. Et donc on enchaîne avec Log, un film fantastique français. Je trouve ça intriguant, j'ai pas encore vu une seule vraie image du film, mais déjà rien que l'affiche du film, et puis tout le concept, j'ai envie de le voir, en même temps j'ai peur du film concept, mais qui, qu'en même temps c'est français, j'ai peur que ça passe à côté, ou soit que ce soit trop froid, je sais pas, j'ai peur d'être déçu. Et ensuite, un film d'action qui paye pas de mine, mais que j'aime beaucoup, parce que c'est le genre de principe qui me parle énormément. Bah tiens, j'ai pas fait exprès, donc du coup je pourrais en parler coup sur coup. Enragé avec Russell Crowe et Falling Down alias Chute libre en français. Ça c'est le genre de concept du personnage lambda, enfin de la personne lambda qui pète un câble. Dans Chute libre, la réalisation elle est incroyable, évidemment elle est hyper réussie. J'ai bien aimé le film, même si je trouve que ce qui est dommage en fait c'est que le personnage principal, le personnage de Michael Douglas,
bah voilà, en fait, il était déjà un peu taré, un peu de base, en fait, depuis longtemps. Alors que le personnage dans Enragé, c'est con, hein. C'est juste une femme qui klaxonne un mec à un feu rouge, qui veut pas s'avancer. Le gars retrouve la femme, il lui demande des excuses, elle ne veut pas lui en faire, et il a décidé de lui pourrir la vie. Et c'est un mec, tu comprends beaucoup de choses par ses dialogues de pourquoi en fait il pète un câble. 20 dernières minutes qui sont pas folles, mais alors tout le reste, j'adore vraiment tout le principe du gars qui pète un câble, il fait n'importe quoi, il s'en bat les couilles de tout, il est prêt, il tue même un mec dans un snack, dans un bar et tout, il est hyper violent le personnage de Russell Crowe, et donc j'adore beaucoup ce genre de concept. Ensuite, Hold Up par le réalisateur d'Insomnia, qui n'est donc pas Christopher Nolan, hein, pour qu'il y ait des quelques personnes qui savaient. Donc non, le Insomnia original, qui est donc un film norvégien, Hold Up, qui raconte avec une minutie incroyable un braquage qui devait durer que 8 minutes et qui s'est déroulé en fait sur plusieurs heures. Et tout l'intérêt du film en fait, c'est qu'il ne montre que juste avant le braquage, mais pas genre des journées avant, juste quelques heures, genre même pas 1 ou 2 heures avant le braquage et ce qui se passe après le braquage. Donc c'est hyper resserré et ça fait un peu comme Dunkerque, justement, de Christopher Nolan. Ça se demandait s'il a pas vu ça d'ailleurs. En fait, et ce qui fait que tout le principe d'avoir tout recentré à ce point-là, bah, ce qui fait que les personnages, bah, ils sont pas assez développés, ils ont pas beaucoup de profondeur, t'as pas beaucoup de temps pour t'y attacher. Et bah en fait, c'était pas ça le projet, parce que c'était vraiment le réalisateur, il voulait vraiment mettre en avant tout le braquage, tout ce qui se passait, et ils nous ont même été jusqu'à filmer dans le commissariat où pas mal d'événements ont lieu, le vrai commissariat. C'est incroyable, donc je conseille. C'est pas très rigolo comme film, mais je conseille. Ah putain, on va parler de 2 films d'action super cool, Hitman 1 et 2. Ça, c'est de la générosité en bas en termes de chorégraphie, de réalisation, de montage, d'Olien, il est fou. Je crois que je me suis jamais autant pris un tel plaisir à mater un film comme ça. Hitman 2, putain, Hitman 2, c'est trop bien, c'est juste fou. J'ai jamais autant vibré dans un combat depuis longtemps, à part dans les Rocky, mais vraiment, j'ai vibré. Et donc ensuite, après l'incroyable Hitman, l'incroyable John Wick. Alors, vous allez dire, mais attends, t'as fumé quoi? Attends, là, on est au Blu-ray, pourquoi il y a marqué 4K dessus? C'est un copain qui m'a vendu le coffret, et effectivement, il y a le 3 qui est en 4K, les 2 autres sont en Blu-ray. Donc je n'ai pas la saga entièreté, dans son entièreté en 4K. Pareil, le deuxième, c'est mon préféré de la saga, parce qu'il est tellement généreux, la recherche des couleurs, la scène d'intro avec un film qui passe dans une rue, qui est en vidéo-projection, et puis t'as un bruit de bagnole, en fait tu penses que ça vient de ça, alors qu'en fait c'est pour amorcer une course-poursuite dans la vraie rue. Il y a plein d'idées d'utilisation de l'espace et tout. Ensuite, Kagemusha, voilà, réalisé par Akira Kurosawa, par le grand maître Akira Kurosawa. Ensuite, une comédie, voilà, l'arnaqueur. Alors, comment dire Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce film. Je sais que ce film a été majoritairement vendu comme étant une des meilleures comédies romantiques, même françaises ou même de tous les temps, je sais pas. J'ai lu comme quoi c'était vraiment une excellente comédie. Alors oui, il y a des bons gags, le casting est ultra chaleureux et tout, il est ultra énergétique et tout, mais l'histoire, j'ai pas trouvé ça, je suis désolé, mais l'histoire, je trouve ça assez bateau, quoi. En fait, l'histoire, c'est vraiment terminé comme je le pensais dès le départ, en fait. C'est juste qu'il y a 2-3 gags, effectivement, qui fonctionnent bien sur la durée. Voilà, je suis désolé, tous ceux qui aiment ce film, enfin, je suis désolé. Ensuite, l'aventure intérieure. Alors ça, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps. C'était sympathique, c'était créatif, mais il faudrait vraiment que je me remette. Un film de Joe Dante, donc c'est toujours inventif et imaginatif. Hein, Et ensuite, un film que j'ai déjà traité, que j'ai déjà dit mon admiration et que j'apprécie encore aujourd'hui après l'avoir revu. La Mouche de David Cronenberg. Et ensuite, La vie et rien d'autre, un film de feu Bertrand Tavernier qui nous a quitté il y a pas longtemps, qui nous a quitté cette année ou il y a 1 an. Mais celui-là, il faut que je le regarde, je n'ai pas encore eu le temps de le mater. Ensuite, un film dont j'ai déjà fait la critique sur cette chaîne, Le Dernier Voyage. Donc ça, c'est 1000 fois oui, ça je me suis 1000 fois oui, j'en peux plus. En plus, il y a eu pas longtemps, il y a le film du Visiteur du Futur, c'est pareil, je recommande aussi. Donc ça, c'est des films qui font du bien au cinéma français. C'est vrai, oui, évidemment, oui, ça veut pomper les Américains, mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez, parce que
Si on continue à faire des comédies, bah du coup vous êtes pas content, et pour une fois qu'on essaie de faire un truc qui essaie de faire comme les Américains, bah vous reprochez que c'est fait comme les Américains. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter cette hypocrisie et à un moment donné laisser faire des réalisateurs tenter des choses, parce que sinon, si au moindre coup vous essayez de faire votre réplique sur Twitter, votre vidéo YouTube ou quoi que ce soit pour faire votre intéressant, c'est pas la peine, hein. Je veux dire, au bout d'un moment donné, c'est des trucs comme ça qui empêchent toute envie cinématographique ou toute envie d'ambition. Donc à un moment donné, soyez gentils, regardez ce truc là, vous dites j'ai pas aimé, mais c'est cool. Au moins le cinéma français essaie de faire quelque chose. Putain, je suis en colère, voilà, je suis vénère, voilà. C'est pas l'ambiance, c'est pas l'ambiance. On est censé être cool et détente. Et donc ensuite, il y a un petit chat qui vient de s'intégrer dans le cadre. Et ensuite, on va continuer avec Le Monde est à toi de Romain Gavras. Un film où un homme essaie de faire un commerce de Mister Freeze au Maroc. Voilà, mais dont la mère a dilapidé la fortune et donc, du coup, plein de situations ubuesques qui arrivent. Et voilà, avec Vincent Cassel dedans qui joue un complotiste complètement barré. Ah, c'est drôle, c'est bien filmé, c'est vachement sympathique. Ensuite, un film incroyable, Le Professionnel avec Belmondo. J'ai vu ce film-là, je l'ai trouvé incroyable, il est fou, vraiment la musique, la bande originale, bien que ce soit la même musique répétée en boucle, enfin c'est des variantes à chaque fois. Et puis je cherchais ce film-là en Blu-ray, après l'avoir vu, et puis impossible, ça n'existait pas. Et puis il a fallu attendre que Jean-Paul Belmondo meure pour qu'il refasse toute une collecte de films de Belmondo en Blu-ray, dont celui-là. J'ai dit c'est bien, faut attendre que les gens soient morts pour qu'enfin ils éditent des films, c'est parfait, c'est génial, enfin, je me suis dit c'est vachement hypocrite, j'étais comme ça en mode quand je l'ai vu j'ai fait, c'est bien, vous êtes des connards, hein, j'ai lâché, hein, mais vous êtes des connards quand même. Le Séminaire, le deuxième film, Caméra Café, ensuite Les Ailes de l'Enfer, ça voilà, ça c'est de l'action bien fun, voilà, ça c'est cool, voilà, tu prends pas la tête, c'est 2 heures, voilà, 2 heures de pure action. Ensuite, Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec, voilà, un film encore de Luc Besson, qui effectivement a ses petits défauts par-ci par-là, qu'à un moment donné, l'intrigue ça part un peu dans tous les sens, mais il n'empêche que je trouvais ça plutôt sympathique comme film, ça a un univers plutôt cool, et puis voilà, Louise Bourgoin elle est quand même convaincante dans le rôle. Ensuite ça, je ne pourrais pas ne pas m'en passer, Les Bons et Fonds du Ski. Voilà, ça, je l'ai revu encore il y a quelques jours avant de tourner cette vidéo, puis c'est... Voilà, c'est repeat culte sur repeat culte, franchement des petits trucs à la con, mais c'est toujours marrant, mais il y a plein de gags, c'est un film comme ça, alors qu'ils n'avaient pas envie de le faire à la base, ils voulaient pas faire suite au bronzé. Alors l'équipe, le Splendid, ils ont fait un truc et ils ont dit allez on va aller à fond dans le cynisme, puis c'est ça qui fait que le film fonctionne. Et ensuite, Les Vedettes, un film très sous-estimé en France qui n'a pas beaucoup marché, et je regrette, alors qu'il est génial, c'est un vrai film. Et si je dis pas ça pour être péjoratif envers leur précédent film qui était Max et Léon, parce que c'est pareil, c'était un vrai film, mais c'est dans le sens où on filme des personnages. Ils ont des envies, ils ont des passions, ils ont des défauts, et ça c'est ça qui fait les personnages, c'est qu'ils ont des défauts, mais t'as quand même envie de les suivre, et pour eux c'est ça qui est éclatant avec le Pod Macho, c'est qu'ils avaient envie de faire des personnages comme ça, et c'est inventif, il y a des répliques qui sont hilarantes. En même temps, qui est une grosse critique de la superficialité, c'est vraiment que tout est faux. En fait, on essaie de donner une image, mais en fait, tout est faux. Et c'est disséminé pareil durant tout le film, et c'est brillant. C'est Mandy avec Nicolas Cage, que je n'ai pas encore vu, mais qui m'intéressait parce que ça avait l'air d'être foutrement généreux en termes d'hémoglobine, en termes d'horreur et tout. Donc, j'ai envie de le mater parce que je me suis dit, quand Nicolas Cage dit que même dans n'importe quel film, il se donne à fond et que là, il a l'occasion de pouvoir se donner vraiment à fond, moi ça me donne envie de voir. Master et Commodore de Peter Weir avec Russell Crowe, un film que j'ai acheté parce qu'à un moment donné, Russell Crowe répondait à quelqu'un sur Twitter qui lui disait « Ouais mais Master et Commodore, c'était vachement mieux ». Et Russell Crowe disait bah écoute, dis-moi que t'es pas la culture nécessaire pour comprendre ce film. Je sais plus, c'était un truc comme ça, c'est dommage que t'aies pas la patience parce que c'est un magnifique film. Donc, beaucoup, voir Russell Crowe défendre un tel film, même des années après, ça me donnait vraiment envie de le voir, rien que pour ça. Ensuite, Max Payne,
Voilà, putain, comment il s'appelle? John Moore, c'est ça, John Moore. Voilà, que j'ai pris parce que j'avais envie d'avoir des films de l'émission de Karine Debache, Crossed Mayhem, alors que j'ai pris parce que c'était un film de zombies avec Samara Weaving, voilà, qui a joué dans Winning Nightmare et aussi Guns Akimbo, excellente actrice et qui demande juste à être révélée dans de plus grands films, à ce qu'on la voit plus. Minority Report, voilà, de Steven Spielberg, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, voilà, c'est intelligent, voilà, c'est pareil, la mise en scène est incroyable. Rien que la scène d'intro pour te présenter le concept de l'histoire, voilà, rien que la scène d'intro, ça m'a fait monter mon tensiomètre, mais incroyablement, c'était incroyablement élevé, je crois que tu pouvais prendre mon pouls, je crois que le machin explosait. Toute l'enquête, toute la critique évidemment que tu as derrière de est-ce que tu peux vraiment arrêter quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas encore techniquement commis? C'est perturbant parce que tu as envie de dire bah non, mais en fait oui, parce que du coup s'il le fait vraiment, enfin ça, c'est ultra ambigu, donc c'est hyper intéressant rien que pour ça. Voilà, je crois que dans l'histoire, c'est le plus beau, vous avez le droit de garder le silence. Voilà, j'avais envie de chialer ma mère. No Counting for Old Men des frères Cohen, que je n'ai pas vu, mais que je sais être un très très bon film. No Pain No Gain de Michael Bay, que après avoir vu Ambulance cette année avec Jake Gyllenhaal, qui m'avait quand même pas mal impressionné. Donc ça m'avait donné envie d'en savoir plus sur la carrière de Michael Bay. Non-Stop avec Liam Neeson, réalisé par Raume Colessera. Bon, bien sûr, c'est Cliché-land le film, hein. Tu commences à peine le film que tu vois déjà le personnage boire de l'alcool et tout, tu dis ok, cliché, check. Enfin, c'est pas un personnage, voilà, c'est Liam Neeson qui est dans un avion et il doit arrêter des terroristes. Voilà, il y a des scènes de tension qui fonctionnent, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis surtout, il est en steelbook, donc il est vraiment très beau. Only God Forgive de Nicholas Winding Refn. Voilà, j'avais enfin découvert Drive, que j'ai adoré, qui était absolument incroyable, l'esthétique, l'histoire et tout. Donc celui-là, je l'ai pas vu, mais ça m'a quand même donné envie de voir les autres films du même réalisateur. Opération Espadon, un film que j'avais plutôt bien aimé, même si j'ai un peu oublié depuis, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai vu. Toi, arrête de faire le con, toi, arrête. Ah, c'est ça, va te coucher. Même si j'avais envie de dire au film, fais gaffe, parce qu'il a un côté méta, parce qu'il dit, voilà, les films d'action américains, machin, il fait toute une diatribe sur les films d'action, et le film commence par ça, justement. Et puis après, à la fin, le personnage de John Travolta dit, hey, t'as vu ce film-là? Bah, la fin était à chier. Fais gaffe, hein, parce que quand t'es autant sûr de toi, faut vraiment que ta fin soit en béton. Et malheureusement, je trouvais que c'était pas vraiment le cas. Donc, Ready Player One, encore de Steven Spielberg, qu'un pote m'a offert, le même que John Wick. Sauf que là, il me l'a offert pour le coup. Il m'a dit avant que t'aies le 4K. Donc, j'avais fait une vidéo critique à l'époque, dans une vidéo qui n'était pas censée l'être à la base. La mise en scène géniale, inventive, ultra généreuse, qui est pertinente, et puis qui ne mérite amplement pas toutes les critiques de genre de nostalgie nostalgie de bas étage, quand on voit ce que derrière ce qu'a fait Space Jam 2, et que là par contre, bizarrement, silence radio de tout le monde. Ensuite, Seul Tout avec Eric et Ramsey. Alors, je vais pas redire ma critique parce que j'en ai déjà parlé, comme je l'avais déjà en DVD. Mais voilà, une comédie très très drôle, parce que je l'ai pris en Blu-ray parce que mon DVD marchait plus. Et donc ensuite, ma petite pépite, le truc que vous pouvez pas vraiment retrouver dans le commerce, ou soit vraiment... soit c'est vraiment un gros paradoxe, mais je comprends pas. Sorgoy Prakov. Alors attention, le film est génial, il a tout un univers qui est ultra inventif, parce que c'est l'histoire d'un personnage justement de Sorgoy Prakov qui découvre la capitale, qui découvre la France, et en fait qui est un étranger qui vient d'un pays qui n'existe pas, qui est donc fictif. Et donc le Raphaël, je sais plus comment il s'appelle, Cherkassky, a créé tout un univers autour du personnage, et qui fait qu'il a un langage particulier, donc il a inventé une langue, il a créé même un groupe, il a même créé tout un univers, là, justement la Sdorvi, la Sdorvia. Donc tu as même le passeport qui était offert avec ça, vient d'un Ulule, d'un projet participatif pour que le film existe. Ça en tant que tel, le film est génial parce que c'est un étranger qui découvre un pays étranger, justement, qui découvre la France, et qui va sombrer totalement dans la folie. Donc c'est un film pas du tout amusant, c'est très sombre, c'est génial, c'est ultra perturbant, ça va très très loin. Donc c'est pas à mettre devant toutes les âmes. Enfin, toutes les âmes sont pas autorisées à le voir. Enfin, âme sensible, ça se tenir. Voilà, on fait attention aux expressions, voilà. Donc en fait, voilà, donc j'ai découvert ce film-là comme beaucoup, justement grâce à In the Panda avec l'émission Unknown Movies.
Sauf que là, effectivement, bah, depuis quelques temps, donc évidemment, Into the Panda a été visé par des accusations de viol assez graves, donc des trucs qui sont avérés quand même, donc du coup j'ai encore les DVD d'Unknown Movies, donc j'avoue que ça fait un peu mal, voilà, donc ça fait un peu mal de me dire que j'ai découvert grâce à cette personne, donc voilà, donc après j'ai pas envie de... Je le regarderai quand même, hein, c'est juste que ça marquera toujours parce que j'ai découvert ce film grâce à Into the Panda, donc voilà, donc ça va me perturber un peu plus de mon côté. Donc ensuite, Robocop de Paul Verhoeven, le film qui dénonce les violences policières, mais qui en même temps est très humain, qui est gore, qui est généreux, qui est satirique, qui est génial. Et toi, arrête de jouer avec la moumoute du micro, toi. Regardez-moi ce fautif. Regarde la caméra, toi. Non, je veux pas regarder. Si, regarde. Petit coquinou. Hein, t'as fini. Donc ensuite, Taxi. Alors c'est pareil, je l'avais déjà en DVD, donc je vais pas retourner là-dessus. Donc je trouve le film très bien, très drôle, toujours aussi amusant. Donc il me fallait en Blu-ray parce que le DVD marchait plus. J'ai du bol avec certains DVD des fois. Et donc ensuite, le film des Doors d'Oliver Stone, le film sur Jim Morrison et le groupe des Doors. Donc voilà, je l'ai pas encore vu parce que j'en ai fait son acquisition il y a peu, donc j'ai pas vraiment eu le temps de le mater avec tout mon boulot, quoi que ce soit. Ensuite, un film qui m'a énormément marqué, qui faisait partie de mon top 2021, un film qui m'a terrassé, The Phaser. La réalisation de Florian Zeller, très efficace, parce qu'en même temps ça te perd quand tu essaies de comprendre, comme ce vieil homme qui a atteint l'Alzheimer, tu essaies de comprendre les choses, tu essaies de raccommoder toi-même c'est les nœuds de l'histoire et tout, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien ficelé, impressionnant de justesse, c'est impressionnant tout court, à la fin, moi, très clairement, j'assume, j'ai vu au cinéma en version originale, j'ai chialé mes grands morts, hein, voilà, je crois que c'est un des films, je peux remater toujours la fin, j'aurai toujours cette boule et cette larme à l'œil, parce que tant la réalisation, tant le jeu d'Anthony Hopkins, impressionnant. Ça évoque beaucoup de souvenirs et pas des bons. C'est pas à mater non plus quand on est en déprime ou soit quand on vit la situation au même moment. Donc voilà, si on essaie de s'échapper au quotidien, c'est pas le meilleur remède. Donc ensuite, The Intruder de Roger Corman, un des rares films du monsieur à être autant politique, un homme blanc qui essaye de foutre la merde entre homme blanc et noir. Enfin j'ai pas encore vu. C'est très intriguant, du coup on parlait entre collègues justement dans mon boulot, on en parlait, puis genre 2 jours après je le trouve dans un magasin d'occasion, donc j'ai dit bah parfait, voilà. Ensuite The Perfect Weapon avec Steven Seagal, alors ça c'est de la daubasse, assez nul, assez naze. C'est naze, mais je me suis beaucoup marré, c'est du nanar, hein. C'était génialement nanardesque. Et en même temps, j'ai quand même très envie d'en parler, parce que c'est de parler de celui-là dans une vidéo, parce que j'ai trouvé très drôle, et je pense que j'ai pas mal de situations drôles à vous montrer, à faire des blagues avec. Ensuite, Transformers, le premier, j'avais le 3 justement, et là j'ai le premier, enfin depuis le temps. Un film que je me souviens vraiment que j'avais vraiment kiffé en tant qu'ado, à l'époque où c'est sorti en 2007, hein. Et je suis né en 95, j'avais 12 ans quand c'est sorti, hein. Et quand t'es gamin comme ça, quand t'es ado, c'est juste génial ce genre de film. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me le remater à l'heure actuelle, et effectivement de me dire que, bah ouais, que Transformers le premier c'était un bon film, hein, qu'il n'y a pas de honte à le dire, que t'es capable de le défendre. Ensuite, Un homme en colère de Guy Ritchie, un bon film, un bon remake d'un homme en colère, qui réussit à reprendre certaines scènes, mais à reprendre à sa sauce, à la sauce Guy Ritchie. Il y a beaucoup de gimmicks à la Guy Ritchie, dont il y a quelques scènes qui sont bien montées, une histoire qui soit pas aussi linéaire, qui fasse des allers-retours entre le flashback du début, enfin c'est vraiment bien pensé, puis tout le truc à la fin, vraiment tout le climax, enfin ouais, le climax pour amener au dernier point comme annoncé, c'est très bien amené, donc plutôt bien surpris, je vous conseille. Ensuite, Waterworld, donc un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Et enfin, pour terminer cette catégorie de Blu-ray, un film d'horreur que je n'ai pas vu, You Should Have Left, produit par Blumhouse avec Amanda Seyfried et Kevin Bacon. Donc
l'occasion, pourquoi pas, Halloween prochain, que je me le batte pour faire une petite séance raison, pourquoi pas. Et donc ensuite on passe à la catégorie des Blu-ray en dessin animé, et donc on va séparer aussi juste les dessins animés qui sont pas des Disney ou des Ghibli. Et je suis désolé, j'ai pas acheté Ghibli encore cette année. Donc avec les dessins animés, Kung Fu Panda 3, pas mon Kung Fu Panda préféré, je préfère largement les deux premiers parce que l'histoire elle est sympathique, mais il y a des trucs sympathiques dedans, voilà. Après l'animation elle est géniale, mais la structure de l'histoire était un décalque du deuxième, donc pas très original, donc j'étais un peu déçu. Et donc ensuite, L'Âge de Glace, un dessin animé intelligent, voilà, je sais que je l'avais déjà en DVD, donc je le voulais en Blu-ray parce que je voulais avoir une meilleure qualité d'image. Ensuite, La Ligue des Justiciers Échec, un long métrage d'animation où tous les membres de la Justice League en fait se font poutrer mais trop facilement. C'était franchement pas mal, j'en ai un bon souvenir, c'est mon frangin qui me l'a filé. Et donc ensuite, un dessin animé très particulier, mais quand je dis particulier, c'est vraiment, j'en suis parvenu. Ça faisait des années que je recherchais ce film à le voir, parce que depuis qu'il a été annoncé, depuis que j'ai vu sa bande-annonce, donc je veux dire que ça remonte, hein, parce que j'étais ado. Donc là, j'ai réussi à mettre la main dessus, pour une somme tout à fait ridicule, 2 balles, même pas 2 euros. J'ai réussi à le trouver, et quand je l'ai découvert, ça a été incroyable. La véritable histoire du chapeauté. Je sais pas les mots, en fait, il me faudrait une vidéo entière pour parler de ce film, parce que si j'en parle là, ça serait gâcher des trucs, mais franchement, c'est particulier, le rythme, il est lent. Je me dis, mais comment les mecs ont pu penser faire un dessin animé pour gosses en ayant un rythme aussi lent? C'est particulier, et c'est pour ça que je serais très intéressant de faire une vidéo, pas juste de mon question là, mais juste pour vous en parler, parce qu'il est particulier, mais en même temps, je trouve, j'aime bien ce film. C'est pas bon, mais je l'aime bien. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Comme ça, je pourrais pas vous expliquer, mais promis. Ça, un jour, j'en ferai une vidéo, promis. Et ensuite, pour terminer les dessins animés en Blu-ray, avant de passer à l'autre catégorie des dessins animés en Blu-ray, Spark, l'héritier de la planète des singes, c'était dans un ose, c'est pareil, pas très cher. Je me suis dit, j'ai vu le titre, j'ai fait, ok, ça pourra pas être pire que les chimpanzés de l'espace, là, l'autre dessin animé avec son esthétique assez bizarre et étrange, là. Mais je me suis dit, c'est tellement un tel camoulox que les mecs, en la traduction française, ils se sont dit, ouais, tu crois que ça passe si on met l'héritier de la planète des singes pour attirer les gosses? Ouais, tu sais, le film des années 68, là, que du coup, les gamins, ils connaissent pas du tout avec Charlton Heston. Ouais, je sais pas non plus qui c'est Charlton Heston, mais c'est ça. Et donc, catégorie spéciale Blu-ray, spéciale Disney. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains, le classique, hein, évidemment, qui a vieilli, évidemment, on est d'accord, mais c'est toujours aussi bien, quoi, c'est toujours aussi cool, même à 90 ans bientôt, à bientôt 90 ans, ce film, il est toujours aussi bien. Mais en même temps, c'est cette naïveté que je trouve touchante, c'est... Ce truc-là, on se posait pas des questions pareilles, mais en même temps, c'est vrai, du coup, pour la condition de la femme, c'est vrai que c'est pas ouf non plus, mais ce côté naïf, ce côté conte, je l'aime bien. Elle est toujours efficace, l'identification des personnages qui ont toujours de la profondeur, qui sont toujours attachants. J'adore ces dessins animés. Ensuite, La Petite Sirène, pas mon Disney préféré, mais avec de très belles chansons, et puis des situations marrantes, donc voilà, le film qui a permis à Disney de se relancer, donc qui a permis ensuite d'avoir d'autres excellents dessins animés, comme Hercule. On ne montrera pas la tête que c'est quand même la période bénie, les années 90, où vraiment il y avait tout l'âge d'or, le second âge d'or de Disney, où Disney, il se permettait de faire des trucs de ouf. Mais les mecs, ils se sont dit, écoute, on va prendre la mythologie grecque, et puis en fait, on va faire un truc complètement barré, on va appeler un mec, un dessinateur, on va prendre son style, on va faire un style vraiment bien marqué, et puis on va faire la mythologie à notre sauce, et puis on va faire des trucs, du gospel et tout, ça va être génial. Bah oui, ça passe trop bien du coup. Et donc ensuite, Mulan, qui possède une de mes chansons Disney préférées, voilà la chanson Réflexion, qui est absolument magnifique, qui est très belle, et puis tout le début est franchement génial, même si la fin, à un moment donné, ça rush un peu, ça rush un peu l'histoire, mais il est très très bien ce dessin animé. Et voilà, évidemment, 1000 fois meilleur que le remake live. Et ensuite, Tarzan, voilà, les 30 premières minutes, mais impérial, franchement, c'est de la perfection en barre. Puis après, ça s'écroule un peu au niveau du rythme, mais c'est pareil, c'est ouf comme film, les mecs. Voilà, les mecs qui se permettent de reprendre le
Tarzan, voilà, leur sauce, et puis d'en faire un dessin animé qui est comme génial. Ensuite, Dinosaures, donc là, c'est le début de la descente des années 2000 pour Disney, mais pour autant, avec le recul, même s'il y a des clichés, il y a des défauts, bah je l'ai trouvé très bien. Franchement, le revisionnage, même des années après, bah ouais, quand même, quand tu penses à tout ce que vivent les personnages, tu dis quand même que bah c'est pas très gai comme film quand même. Tu te dis ça te fout un sacré coup au moral, hein, même si c'est pas exceptionnel de l'histoire non plus, mais et puis même voilà toute la technique. Par contre, ce qui m'a encore bluffé quand je l'ai revu, c'est vraiment toute l'animation en images de synthèse dans des décors réels. Mais ça, par contre, on aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est toujours incroyable. La scène d'intro du film, moi, elle me fout toujours autant les sautantes. Enfin, elle me fout toujours autant les chocottes. Voilà, si vous pouviez décrypter la première phrase juste avant, je vous remercie. Ensuite, Kuzco, un dessin animé qui a un ton, mais juste fou. Je veux dire, c'était même avant-gardiste. Donc Kuzco qui est vachement avant-gardiste parce que... Putain Kuzco qui est vachement avant-gardiste parce que c'est un ton ultra méta qui est second degré mais qui précède Deadpool. Quand même, on va pas se mentir, ça a quand même facile 13-14 ans en avance de Deadpool. Aujourd'hui, ils referaient Kuzco, mais ça serait débile. Ils auraient fait un truc comme à la Reine des Neiges 2 où ça partirait en mode ah, vous avez vu, on a fait libérer, délivrer. Bah oui, connard. Il y a des situations, ça ne devrait même pas exister, et pourtant ils le font quand même. Genre, le gars du trampoline. For the last time, we did not order a giant trampoline. You know, pal, you could have told me that before I set it up. Et puis après que ça justifie un truc dans le scénario, c'est... On s'en fout des fois de la cohérence, des trucs, des facilités ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est l'histoire, ce qui compte, c'est le fun. Et puis Kuzco l'a parfaitement compris. Donc ensuite, Atlantide, l'Empire perdu. Donc un très bon dessin animé, effectivement, je suis d'accord pour dire que ça fait partie des Disney un peu sous-estimés. Et donc ensuite, Le Monde de Nemo, un super dessin animé culte, franchement, penser tout l'univers marin et tout, comment se réapproprier à la sauce Pixar, vraiment avec tous les... pas forcément des jeux de mots, mais avec leur état d'esprit, franchement, de prendre des trucs à contre-pied, Proust, le requin qui ne veut pas manger de poisson, qui est limite un truc d'alcoolique anonyme. Moi, bon, je ne mange plus de poisson. Ensuite, Rebelle, qui pour le coup, là, c'est vraiment le moment où, pour beaucoup, Cars 2 a été vraiment le début du déclin de Pixar, pour beaucoup, vraiment, quand l'âge d'or de Pixar, ça s'est arrêté. Moi, c'est plutôt avec Rebelle. Quand j'ai vu Rebelle, quand j'ai vu une certaine scène, quand Mérida ouvre une porte et qu'elle voit un ours, je me suis dit, c'est pas du Pixar, c'est du Disney, ça. C'est totalement du Disney. C'est le truc typiquement frère des ours. Pour moi, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de créativité à la Pixar, il n'y a pas ce truc en plus qui fait que tu as le concept qui paraît simple, mais tu as le truc en plus qui fait que toute l'ingéniosité de comment ils construisent leur univers. T'as pas ça, c'est juste une histoire simple. En fait, c'est une histoire d'une ado qui doit découvrir sa place, qui doit accepter sa place. Enfin, c'est... Et ensuite, Vaiana, un très bon dessin animé avec des chansons marquantes. Même si pour le coup, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de chansons et puis pas des passages forcément très utiles, mais très généreux, très fun, très drôle. Ensuite, Ralph 2.0, donc oui. Je suis d'accord, ça ne vaut pas le premier qui était ultra généreux, qui était ultra inventif, qui était méga cool, qui était hyper bien écrit. Mais j'aime bien toute la tournure que ça a pris justement de la relation entre Raph et Vanellope. Même si c'est Bob Lennon qui m'a fait penser, même si du coup ça contredit totalement le premier. Voilà, pas une suite extraordinaire, même très notable, mais franchement c'est pas non plus tout un truc, tout le délire internet. Même si tu sens que les mecs ils connaissent pas internet. Mais ouais, je trouve ça sympathique et puis il y a des bons gags, il y a des bonnes situations. Et donc ensuite, The chef-d'œuvre, le premier film de 2020 que je regrette qu'il soit pas sorti sur grand écran. Saul. Voilà, on parlait de Rebelle. Effectivement, il n'y a pas tout un univers ultra foisonnant non plus, mais comme ils doivent imaginer comment se passe la vie après la mort, comment ils doivent imaginer. Ils ont imaginé des tas de concepts et c'est méga exceptionnel.
incroyable. Et puis c'est un personnage qui évidemment moi m'a beaucoup parlé, qui me parle toujours encore évidemment, et puis moi me bat pour redevenir toujours un peu artiste, hein, même si j'ai un boulot qui me passionne à l'heure actuelle. Donc toutes les craintes que Joe passe par ce film-là, je le comprends aisément, et c'est un film qui m'a beaucoup parlé, c'est un film qui m'a parlé du début jusqu'à la fin, mais jusqu'à dans les moindres détails, qui m'a fait pleurer. Ce film est un chef-d'œuvre. Alors effectivement, en l'ayant revu, effectivement il y a 2-3 trucs d'humour un peu qui a pu être qui était un peu dispensable, mais ça n'empêche pas qu'il soit très bon, hein, qu'on soit d'accord. Et ensuite, le dernier film de cette catégorie, Raya et le dernier dragon. Ça c'est pareil, ça qu'est-ce que je regrette qu'il soit pas sorti sur grand écran, parce que putain, les paysages et tout, les décors, les costumes, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé ce film-là, j'étais très agréablement surpris de me dire, bah putain de merde, c'était un très bon film. C'est pertinent sur la thématique du pardon, la vengeance et tout. Non, franchement, l'animation elle est magnifique, les personnages ils sont très bons. Encore une fois, c'est pareil, il y a 2-3 trucs d'humour un peu lourdingue. Franchement, toute l'histoire, c'est pareil, c'est très très bien. Et puis ça, j'étais vraiment investi dans l'histoire. Vraiment, c'est une histoire qui te donne vraiment d'être investi, qui te donne envie d'être investi quoi pour les personnages, et puis qui est assez prenant. Et donc on vient de terminer les dessins animés en Blu-ray, ce qui a permis de clôturer les Blu-ray, pour passer ensuite au Blu-ray 4K. Et donc on va commencer avec la catégorie des Marvel. Et donc on va commencer avec Thor. Tu vois vraiment que Ken Branagh, tu vois vraiment toute la mythologie vraiment asgardienne, vraiment toutes les images, tu as vraiment tout le côté vraiment cosmique qui est dans ce film là. Pas le truc le plus généreux comme les Gardiens de la Galaxie, mais j'aime bien l'histoire, même si évidemment c'est prévisible, c'est basique, hein. Ensuite, ça je le voulais depuis longtemps, mais je le voulais en édition mono parce que je trouvais que la jaquette défonçait. Mais du coup je vais me contenter de la version comme ça pour Avengers. Je pense que c'est encore le moment où beaucoup de gens, même ceux qui n'aiment pas trop les films Marvel, ils acceptaient encore le délire. C'est vraiment, ils pouvaient voir Avengers et se dire ok, ce qu'ils font c'est sympa. Mais quand t'es fan, c'est absolument c'est de leur en bas. C'est absolument génial. Donc ensuite Thor 2, voilà, voilà, ça c'est une suite où disons que les personnages traversent des trucs, des moments capitaux, mais ils apprennent rien. Donc ensuite, les Gardiens de la Galaxie, voilà, évidemment, j'adore l'univers, j'adore les personnages, ça c'est... Avant que ce soit trop marqué justement par le deuxième, justement, je le montre directement ici. Voilà, le deuxième qui insiste beaucoup trop sur certains détails, un peu trop d'humour, trop de scènes, trop d'exposition, voilà. Trop d'exposition, trop de parlotte. Et donc ensuite, Ant-Man, en édition Steelbook, qui provient de Zavi, à pas très cher. Et du coup, tu vois que il y a des relents d'Edgar White. Tu sens qu'il a encore qu'il y a des idées dedans, et tu sens pour ça que le 2 a pas du tout suivi. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien le premier, parce que tu vois, tu sens les restes d'Edgar White dedans. Voilà. Quand tu sens les restes d'Edgar White, c'est vraiment bon, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, Black Widow, voilà, un film qui arrive trop tard. Voilà, dans l'univers Marvel, parce que ça arrive après, c'est le début de la phase 4. Puis après, pour une histoire qui se passe entre Civil War et Infinity War, et puis finalement ça sert pas à grand chose, et puis toute l'intrigue elle est sympatoche, hein, mais c'est vrai que c'était pas non plus ultra passionnant. C'est ça qui est un peu dommage, et puis du coup ce qui fait que c'est un film un peu lambda même dans la catégorie Marvel. Donc ensuite Shang-Chi en steelbook, là pour le coup, parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique, et c'est pareil, je vais dire ça pour les suivants. Voilà, je trouve que les steelbooks de la FNAC ils sont vraiment hyper jolis. Alors du coup je vais m'arrêter une petite seconde pour faire balancer une petite crotte de nez à Mr. Fox, qui a désingué tous ceux qui voulaient collectionner des steelbooks Marvel 4K en disant que c'était les mêmes qui collectionnaient des figurines pop. Mais surtout je pense que c'est plus pour dénoncer le côté j'ai pas compris, mais c'est effectivement pour dénoncer le côté collectionniste de la chose. Alors qu'en fait moi je fais pas ça pour côté collectionniste, c'est parce que tu vois la gueule de ça. Et après c'est pareil, No Way Home, voilà, t'as vu la gueule quand même des steelbooks 4K. Hein, t'as des visuels, ils sont super hauts, voilà. Doctor Strange Multiverse of Madness, voilà, film que j'ai adoré. Autant Shang-Chi, j'en attendais rien, mais toute la chorégraphie, les idées de mise en scène, l'histoire et tout, il y a des défauts naturellement, mais la scène du début, le combat du début en fait, qui est une chorégraphie en fait qui se transforme un peu en ballet, ensuite en valse d'amour, il y a des idées comme ça que j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Alors oui c'est sûr, oui, No Way Home, je l'aime peut-être pas pour les bonnes raisons, effectivement le côté fan service.
Mais n'empêche que j'ai trouvé qu'il y avait des idées qui étaient vraiment cool dedans et je serais capable de le défendre, même si effectivement le côté visuel, c'est pas la meilleure des choses, je vous l'accorde, hein. Même s'il y a quelques idées de réel que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que visuellement, c'est pas le plus fou. Moi, c'est vraiment par passion que je collectionne les Marvel, pas pour avoir une collectionnite, pour ensuite dire ah, regardez, j'ai les Marvel et tout, puis après je vais les revendre. Non, mon but, c'est de les garder. Alors peut-être que c'était pour dénoncer effectivement une certaine catégorie, que peut-être c'était un terme général. Mais voilà, moi ça me fait chier parce que Mr. Fox, je l'aime beaucoup, j'adore ce qu'il fait, j'adore énormément, mais là pour le coup je l'ai un peu mal pris. Je l'ai un peu mal pris parce que je me dis en fait c'est dommage de juste de vouloir balancer une pique, avoir une punchline sur Twitter pour dire eh, regardez j'ai une punchline. Je me dis c'est tellement dommage parce que il y a des fois ça va un peu trop loin, il y a des fois je ferme ma gueule parce qu'il y a quelques fois il lance des piques. Je me dis des fois on va se la fermer. Là, je me suis retenu en mode, j'ai dit, ouais, mais pourquoi c'est quoi le problème? Je vois pas le problème en fait. Pour moi, tu peux être fan des Marvel, voilà, puisqu'en plus, il est pas contre le fait qu'il y ait des gens qui collectionnent des Marvel, parce qu'il parlait à quelqu'un qui avait des Marvel en 3D, donc voilà, c'est pas ça le problème. Là, il y a Thor 4, Thor Love and Thunder qui est sorti en 4K. Je l'ai pas parce que le film, je l'ai pas plus aimé que ça. Je veux dire, j'ai beaucoup trop de problèmes avec ce film-là pour l'acheter Day One à 35 balles en steelbook. Je l'achèterai quand il coûtera 15 balles en édition comme Black Widow par exemple. Donc voilà, oui, désolé, j'ai fait une petite digression, mais il fallait que ça sorte parce que ça me chagrinait un petit peu depuis un certain temps. Donc voilà, je le redis, Mr. Fox, si tu vois cette vidéo, je suis désolé si je dis quelque chose de travers quoi que ce soit, mais voilà, c'est pas un clash ou quoi que ce soit, il n'y a pas de hache de guerre à enterrer ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de guerre, voilà, on est dans une ambiance Noël, voilà, je le rappelle, voilà, on est en ambiance cool. Et donc on va terminer bientôt cette vidéo avec les derniers Blu-ray 4K, les Blu-ray 4K effectivement. Voilà, donc on va commencer avec Aquaman en steelbook que j'ai réussi à choper pour 10 balles à Leclerc. C'est du spectacle qui est vraiment fun, qui s'assume et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais vraiment surpris de me dire, putain c'est pas kitsch. Les mecs ils ont vraiment repris tout le lore, toute l'esthétique, même le costume d'Aquaman et puis ça passe. Et donc ensuite, Astérix, le secret de la potion magique, une suite inférieure au domaine des dieux, mais franchement en 4K, il est magnifique. Ensuite, First Man de Damien Chazelle, un excellent film dont j'avais fait la critique il y a quelques années, maintenant il y a 4 ans, putain que le temps passe vite. Donc un excellent film avec des effets spéciaux invisibles, des effets spéciaux impressionnants, une histoire touchante sur Neil Armstrong. Et donc ensuite, Hulk d'Ang Lee. Donc j'ai pas vu la version 4K, j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, un truc comme ça, quand je l'ai présenté en DVD. Ensuite, Jurassic World Fallen Kingdom, une suite que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu la même veine que Star Wars 7 et Jurassic World. Ça reprend le tout premier film de la saga, mais ça le fait à leur sauce et ça fait bien. Puis là, du coup, celui-là, Fallen Kingdom, c'est The Last Jedi. C'est le The Last Jedi de Jurassic Park. Mais moi j'ai bien aimé, même s'il y a des trucs courts dans le scénario, il y a quand même des trucs très pertinents. La réalisation de Juan Antonio Bayona, qui est le réalisateur de Quelques minutes après une nuit, là, il est très bon, honnêtement il a des putains d'idées visuelles, il est incroyable. C'est là où tu vois la différence entre un réalisateur qui a quelques idées comme Colin Trevorrow et un vrai réalisateur qui a vraiment des idées de ouf. Ensuite, Jungle Cruise, voilà, j'en avais parlé dans la vidéo des Robiland, des remakes à Disney, donc un film d'action. Voilà, de Disney plutôt cool et ultra sympathique, franchement je m'y attendais pas. Même si j'ai pas précisé dans ma vidéo que la fin j'ai pas aimé. Par contre la fin c'est d'une facilité et ça assume pas. Ça pour moi c'est le problème de Disney à l'heure actuelle, c'est qu'ils assument pas à un moment donné de partir dans une direction et de l'assumer jusqu'au bout. Et donc ensuite, la Justice League, la Snyder Cut. Voilà, le steelbook, j'aime bien le steelbook, mais franchement l'affiche... pas ouf, juste des bras levés, tout, c'est pas dingue. J'aurais préféré l'affiche comme c'était vendu dans les services de streaming et tout. Ça, c'était une affiche qui aurait pu péter. Voilà, effectivement, ça ressemble plus à quelque chose. Voilà, quand tu laisses le montage, quand tu laisses une vision se faire, tout de suite les séquences sont bien mieux pensées, sont bien plus percutantes, sont bien plus impressionnantes. La version de Zack Snyder qui en plus permet de boucler la boucle avec l'histoire de sa fille qui s'est suicidée pendant la production de Justice League et que là il lui rend hommage en tout point et que l'histoire parle du deuil. Voilà, ça boucle la boucle, c'est
C'est magnifique, c'est puissant, il y a des scènes qui foutent des frissons qui sont incroyables. Donc, et voilà, et aussi n'en déplaise à tous ceux qui se sont plaints que oh là là, vous avez fait du forcing avec le film et tout pour que le film existe, vous avez été casse-couille. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on a un film et puis effectivement on est très content, mais surtout ça a permis aussi de financer une prévention, une campagne de prévention contre le suicide, que j'ai acheté le hoodie Justice League. Donc voilà, donc ça a permis de financer la campagne. N'en déplaise, donc peut-être qu'on a gueulé, mais d'ailleurs on a fait une mode action. Donc voilà. Et j'en suis très fier et je regrette pas aucun instant d'avoir créé mon amour pour Zack Snyder sur les réseaux sociaux et d'avoir participé à ce mouvement. Voilà, deal with it. Et du coup il y a une petite coupure et une petite incohérence visuelle parce qu'effectivement là ça paraît beaucoup mieux rangé parce que effectivement comme j'ai dû vider la carte mémoire de la caméra, donc du coup j'en ai profité parce que c'était sacrément long, j'en ai profité pour tout ranger, donc déjà ça me fera 100 mois à faire. Et donc sans plus attendre on continue par Kaamelott, le premier volet, donc une très belle édition limitée qui n'était disponible que lors de sa sortie. Et du coup pour donner mon avis sans trop rentrer dans les détails, bah c'est un film qui est autant une réussite que bancal en fait, parce que il y a des scènes qui sont très belles, il y a des scènes qui sont très bien réalisées, qui sont très bien pensées, genre la scène de la tour qui est très bien pensée pour la mythologie, le mythe chevaleresque et tout, qui est très bien amené. En plus avec la musique, cette musique absolument démentielle qui est incroyable. Donc t'as des scènes qui fonctionnent comme celle-là, et puis t'as d'autres scènes qui sont bancales, qui apportent moins de choses au récit, des personnages qui sont pas aussi important alors qu'ils devraient l'être plus. Il y a plein de choses comme ça, des personnages qui sont pas aussi bien traités qu'ils devraient l'être. Donc ouais, j'aurais préféré un meilleur film, mais en tant que tel, c'est déjà très bien, c'est vraiment bon, je trouve. Il y a quand même de la qualité dedans, on va pas mentir. Pour moi, on est plutôt vers un bon film qui est vraiment qu'on peut vraiment revisiter pour beaucoup de détails. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup enfouies dans le traitement du scénario. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et c'est pour ça que j'aimerais bien en parler de celui-là pour plus en détail, pour parler des qualités comme des défauts, mais surtout des qualités pour montrer à quel point pourquoi c'est réussi. Et donc ensuite, Le Magicien d'Oz. Faudra que je le regarde quand même parce que c'est quand même un mythe du cinéma, c'est quand même un classique, donc j'espère pas être déçu en le regardant. Donc c'est une édition collector qui a quand même pas mal de choses très intéressantes dedans. Donc voilà, il y a un tiroir, il y a des artworks, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc c'est vraiment très joli. Donc essayez encore de le trouver parce que ça peut être très intéressant avant qu'il vaille super cher. Et bref, pour continuer, le mythe du cinéphile, le mythe qui fait que si tu l'as pas vu, tu n'es pas un vrai cinéphile. Le Parrain, la trilogie en 4K. Alors voilà, ça c'est une très bonne saga. Voilà, le troisième en deçà, le deuxième génial, mais meilleure suite que le premier, mais le premier je préfère parce qu'il y a toutes ces simplicités, cette histoire dramatique, cette histoire tragique de famille, et puis c'est le deuxième, voilà, magistral aussi. Et puis le troisième là-dedans, où il y a la nouvelle version qui est marquée la mort de Michael Corleone. Donc une édition qui va être très intéressante, puis du coup comme ça je vais pouvoir me refaire la trilogie et voir la nouvelle version, parce que j'ai vu la version cinéma qui était sympathique, qui avait très bonnes idées de mise en scène, mais qui était un peu moins intéressante au niveau de l'histoire. Et donc ensuite, parce que c'était pas cher et parce que je l'apprécie quand même, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Quand je me suis fait le marathon des 3 films au cinéma, parce qu'ils proposaient lors de la sortie des Secrets de Dumbledore, autant le premier c'était incroyable, c'était génial, je l'ai même redécouvert, je l'ai beaucoup plus apprécié, c'est encore plus. Autant celui-là, je me souviens, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'était sympa, mais en le renvoyant, j'ai fait putain, c'est vrai que l'intrigue elle a aucun sens, quoi. C'est incroyable comment c'est bordélique, mais ouais, voilà, c'est 8 €. Voilà, 8 € Steelbook, voilà, au lieu de 35 quand je voulais me l'acheter, donc c'est bien d'attendre aussi. Et ensuite, parce que c'était pas très cher dans un Oz, Men in Black 2. Ensuite, Split de M. Night Shyamalan, un excellent film sur est-ce qu'on peut, pas des développement de personnalité, mais ouais, pas sur la schizophrénie non plus, mais je sais pas comment on peut dire alors, la gestion des multiples personnalités où vraiment Jess McAvoy il est impressionnant, que ce soit autant en anglais qu'en VF, franchement la VF est incroyable. Alexis Victor en Jess McAvoy qui double Jess McAvoy, il est incroyable. Et donc ensuite, un film qui est un peu divisé à l'époque de sa sortie, Tenet. Je fais partie de ceux qui l'ont aimé,
mais qui trouve qu'il a des problèmes. S'embrouille beaucoup alors qu'il aurait pu être beaucoup plus simple dans ses explications, mais le traitement, la mise en scène, tout l'univers, bah, c'est quand même assez marquant. C'est vrai que j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup comment ça a été traité, la gestion de certaines scènes où il y a des choses qui se passent en temps réel et qu'en même temps il y a des choses qui se passent dans retour dans le passé, comment ça a été un bordel à gérer au niveau du tournage. Enfin, c'est dans le moment présent et que l'autre il lui fait une menace en faisant la menace à l'envers, c'est... Oh. Mais voilà, il y a des trucs du coup dans le scénario, voilà, je me suis douté un petit peu. Voilà, un peu dès le départ. Voilà, il y a des choses dès le début, tu fais... Ça, je sais pourquoi c'est là. Je sais. Ensuite, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, un film qui s'est fait bouder. Alors que je comprends pas, alors qu'au même moment il y avait les films Marvel qui étaient des trucs fun, on se prenait pas la tête, et puis là, le film se fait dézinguer pour des défauts qu'il a, effectivement. Un des derniers plans de Gwen Stacy où t'as Spider-Man qui le rattrape avec la lance qui forme une main, c'est autant une symbolique avec tout le champ lexical du temps pour dire que tout se passe à pas grand chose. Enfin, effectivement, il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas cette vision que même il n'y a pas dans les derniers Spider-Man du MCU. Voilà, Top Gun, voilà, en 4K, un film que j'ai réévalué à la hausse, mais c'est juste que je trouve que les enjeux sont beaucoup moins tangibles, contrairement au second, tout de suite, tu comprends tout de suite c'est quoi la menace et tout, pourquoi c'est important et tout. Et donc, le dernier film de cette longue vidéo DVD Tech, avec si ce n'est THE film de super-héros, l'un des plus grands de ces dernières années, l'un des plus grands tout court, l'un des plus marquants, un chef-d'œuvre, Watchmen édition Ultimate Cut. Voilà, ça c'est l'édition qui inclut aussi les Contes du Vaisseau Noir, le court-métrage qui est disponible en bonus, et qui est aussi un conte qui est dans le graphic novel de base. Donc c'est inclus dedans avec des scènes coupées, il me semble, et du coup c'est une version qui dure 3h35. Donc ouais, je l'ai pas encore vu parce que je veux vraiment optimiser ma séance. Je veux vraiment optimiser ma séance pour un film comme ça, un film que j'adore, que je peux voir je sais pas combien de fois, qui à chaque fois est impressionnant, qui est d'une maîtrise folle, l'histoire, enfin... Alors oui, c'est vrai que techniquement, oui, le matériau de base est excellent, évidemment qu'il pouvait en tirer qu'un bon truc, qu'un bon film, mais bon, faut quand même avouer que la tâche était quand même vachement ardue, parce que quand on voit le matériau de base, toute la profondeur que ça a, et essayer de le retransmettre dans un film, c'était quand même pas chose aisée. Puis Snyder l'a fait. Déjà que la version cinéma, elle est déjà folle, alors si en plus il y a toutes les scènes, tous les trucs en plus sont excellents et que ça apporte un plus, je vais jouir dans mon pantalon, je vais jouir dans mon slip, je vais jouer tout court, je vais avoir un orgasme. Bref, c'était la vidéothèque, DVD Tech, enfin appelez ça ce que vous voulez. Bref, j'ai enfin fini, voilà, après une longue session de tournage, mais voilà, c'est fait, voilà, maintenant vous l'avez, j'en suis heureux, j'espère que ça vous a plu et je suis désolé pour cette absence incroyable, j'en suis désolé, j'ai eu beaucoup de galères. 2022 de toute façon c'était n'importe quoi, même au niveau de la production, et qu'au niveau de début d'année vous avez dû vous en rendre compte que c'était déjà irrégulier, alors là ça a été encore plus. Mais voilà, je vais essayer de me recentrer sur YouTube, je vais essayer de me recentrer, faire des projets pour YouTube, mais des vidéos travaillées, vraiment pas des vidéos faites à la chaîne ou quoi que ce soit. Vraiment, je veux vraiment être fier de mon contenu, et je veux que vous soyez fiers du contenu que je fais, que je veux que vous soyez heureux, que vous vous mariez, que ça me fasse réfléchir, pourquoi pas pleurer, imaginons. Voilà, je veux revenir sur YouTube, voilà, c'est juste que j'ai eu beaucoup de galères, beaucoup de problèmes d'organisation aussi. Donc voilà, je dis pas que ça va être réglé tout de suite, je pense pas, mais on va essayer. Déjà, je vais essayer de revenir petit à petit, voilà, on verra ce qui se passe d'ici là. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, joyeux autre chose, en tout cas, tout ce que vous voulez. Bref, passez du bon temps en famille, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis du coup, bah, moi je n'ai rien de plus à ajouter. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se dit à plus et à la prochaine. Salut. Quoi? Qu'est-ce que te... Y a pas de gag à la fin de la vidéo cette fois-ci?
Ah, mais en même temps, c'est bien aussi pour une fois qu'il n'y ait pas de gag. C'est bien aussi de finir calmement. Oui, bon, ok, je vous ai compris, ok. Un petit chant de Noël pour vous faire plaisir. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et boule de gomme et...